dans le cas d'une tuméfaction cervicale. Au Rayon X vous propose cette semaine de suivre une exploration cervicale en échographie réalisable lorsqu'un patient présente une tuméfaction. Une écho de débrouillage dont l'enjeu est d'optimiser la prise en charge en seulement quelques minutes. Tour d'horizon non exhaustif des origines de tuméfaction réalisé par le docteur Nicolas Azoulay lors d'un atelier dédié à l'apport de l'échographie en médecine générale et organisé par le constructeur français Sonoscanner. Donc plusieurs possibilités dans cette situation clinique. On peut imaginer des tuméfactions basicervicales, plus haut situées ou complètement sous-mandibulaires. Et pour ça, il faut déjà connaître un petit peu l'anatomie. Donc première situation, la tuméfaction vraiment basicervicale. La première chose qu'on doit chercher, c'est déjà repérer la trachée au centre de l'image, une ombre acoustique postérieure en arrière d'une structure hyperéchogène, accompagnée de plus ou moins d'artefacts au centre, ce qu'on appelle des artefacts de répétition. Si on regarde ici du côté droit de la patiente, donc à gauche sur l'image puisqu'on travaille en imagerie la tête à l'envers, on repère donc le lobe de la thyroïde. Donc c'est évidemment un des premiers organes responsables d'éventuelles tuméfactions à cet étage. Bien entendu, cette jeune fille n'a aucun problème, mais on peut parfaitement imaginer le cas fréquent de nodules qui saignent, ce qu'on appelle des hématocèles. Donc il faut déjà avoir l'information comme quoi il y avait un nodule préexistant, mais qu'est-ce qu'on recherchera comme image dans ce cas-là? On recherchera une image liquidienne enchâssée au sein du parenchyme thyroïdien. Un hématocèle ressemblera à la phase aiguë, à une collection, donc comme la veine jugulaire que l'on voit ici, avec un renforcement postérieur des échos blancs en arrière qui signe le caractère liquidien de ce qu'on est en train d'analyser. Donc on verrait exactement ce même genre d'image à l'intérieur de la glande thyroïde. La présentation clinique est souvent assez typique dans ces situations, avec une douleur basicervicale très brutale, les gens nous disent exactement à quelle heure la douleur a débuté, et l'apparition dans les minutes qui suivent d'une tuméfaction très facilement palpable par le médecin et même par le patient évidemment. Quel est l'intérêt de dépister ça tôt? C'est qu'au plus tôt on en fait le diagnostic, au plus on a les chances de pouvoir l'évacuer par une ponction. Donc en cas de tuméfaction non douloureuse d'apparition plus chronique, évidemment pensez à chercher un nodule thyroïdien et à faire compléter l'examen par un échographiste entraîné. Bien entendu, sur toute cette hauteur, de la base du cou jusqu'au tiers moyen, vous avez vu que pour voyager d'un étage à l'autre, on a suivi les axes vasculaires. Donc il ne faut pas oublier que ces axes peuvent être le siège de problèmes eux-mêmes. Nous avons décidé ce matin de ne pas parler de l'artère carotide commune et de toute sa sémiologie compte tenu de la complexité de l'analyse Doppler. Donc on va se concentrer sur la veine jugulaire. Comme tous les éléments veineux, la veine jugulaire présente une compressibilité et une variabilité respiratoire de son diamètre. Donc vous voyez que la veine s'écrase parfaitement via des pressions légères qui ne font pas bondir madame au plafond. Donc c'est une sémiologie parfaitement normale. On peut parfaitement imaginer des situations cliniques dans lesquelles cette veine jugulaire pourrait, comme toute veine du corps, se thromboser. Mais généralement, ça ne donnera pas de tuméfaction palpable, puisque qu'est-ce qu'il se trouve en avant de la veine jugulaire? Le muscle sternocléidomastoïdien, juste ici. Mais si la veine est thrombosée, qu'est-ce que l'on est censé voir? Un seul critère à retenir, l'incompressibilité. Quand on essaie d'écraser une veine jugulaire et qu'on n'y arrive pas, il faut penser à la thrombose. Il y a des pièges, on les a vus ce matin, l'insuffisance cardiaque droite qui va dilater tout le réseau veineux et rendre les veines incompressibles. Donc pas hésiter à se servir de la rotation du cou des patients pour pouvoir favoriser les compressions à travers le muscle sternocléidomastoïdien et pas hésiter à se servir du cycle respiratoire, vider à fond vos poumons et la veine devient plus facilement compressible en toute fin d'expiration. Et enfin, quand on arrive un petit peu plus haut, qu'est-ce qu'on retrouve comme organe? Vous voyez ici l'anatomie de la glande sous-mandibulaire, sa forme triangulaire, son échogénicité proche de celle de la thyroïde et un caractère parfaitement homogène. Alors bien entendu, cette glande est sujette à tout un tas de pathologies comme tous les organes du corps. On a parlé des pathologies lithiasiques obstructives qui vont donner des douleurs et des discrètes inflammations de la glande qui pourra être cliniquement confondues avec une adénomégalie ou une adénopathie. L'échographie vous aidera à faire la différence. Et on peut y voir bien évidemment les scialadénites, qu'elles soient réactionnelles à l'obstruction lithiasique, virale, bactérienne ou toutes les autres étiologies que vous connaissez d'inflammation des glandes sous-mandibulaires. Donc on recherchera quoi comme aspect? En cas d'inflammation, les plages hypoéchogènes mal limitées et une analyse Doppler bien plus riche que le Doppler physiologique que l'on voit ici. Bien entendu, toujours aucun problème chez mademoiselle, fort heureusement.
Et enfin, beaucoup plus haut, mais ça cliniquement on a beaucoup moins de mal à l'évoquer, les tuméfactions issues de la glande parotide, donc glande parotide que vous voyez ici sur l'écran. Toujours un piège à connaître, on en a déjà parlé, la glande parotide peut renfermer des petites formations ganglionnaires, comme c'est le cas ici à l'apex de la portion superficielle de la glande parotide de notre patiente. Ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est une aire ganglionnaire parfaitement physiologique. On recherchera tous les autres types de nodules à l'intérieur de cette glande parotide, en gardant toujours en tête que l'échographie ne permet pas d'éliminer formellement une lésion maligne, quel qu'en soit l'aspect. Donc ça permet déjà de s'orienter dans la prise en charge du patient et peut-être, bon, je ne dirais pas griller des étapes, mais peut-être aller directement à une étape qui sera plus pertinente dans la prise en charge du patient grâce à un examen qui permet de voir et non plus seulement de toucher avec ses mains. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.